Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur le sujet de l'avortement. En Europe, mettre fin à sa grossesse et obtenir un avortement est légal depuis plusieurs décennies. Ce n'est plus considéré comme un acte criminel. Par exemple, en France, il est permis d'avoir une interruption volontaire de grossesse, une IVG, jusqu'à la 12e semaine de gestation depuis 1975. L'IVG, bien que légalisée, constitue toujours un événement majeur dont il est difficile d'en parler. Cette pratique à caractère universel a toujours provoqué à la fois indignation et tolérance. Je me suis intéressée sur ce sujet car une collègue infirmière française au travail m'a parlé comment c'était controversé et difficile d'avoir recours à cet acte en France il n'y a pas très longtemps. La législation qui place l'avortement dans la sphère publique a-t-elle réellement permis aux femmes de sortir de la solitude dans laquelle elles se trouvent lors de cet événement? Est-ce vraiment pénible bien que ce soit permis, me suis-je demandé? Je suis alors tombée sur le documentaire suivant, Avortement, les croisés contre-attaquent. Le documentaire intitulé Avortement, les croisés contre-attaquent, produit par Alexandra Jousset et Andrea Lauzens-Gaston, deux journalistes françaises, est sorti le 6 mars 2018 en France, aborde sur le droit à l'avortement qui subit un combat forcé en Europe, dirigé par une nouvelle génération de militants, experts en communication et en protestation. De la France à l'Italie, de la Pologne à la Hongrie, ce documentaire traite sur l'enquête de cette croisée moderne qui entraîne une vigoureuse pression et invoque les atteintes aux droits de l'homme dans leur affrontement contre l'IVG. Dans ce documentaire, il est question de l'Italie et la pression subie par les femmes pour un avortement. On parle du cas d'une jeune Italienne, Valentina Miluzzo, 32 ans, qui était enceinte de 19 semaines. Elle est décédée d'une fausse couche car le médecin a refusé de pratiquer un avortement tel que demandé par la famille à l'hôpital. Le médecin a refusé invoquant la cause de conscience qui permet au médecin de refuser un tel acte à cause d'un ordre religieux ou éthique. Dans ce pays, 70% des médecins refusent l'avortement, c'est à cause de leur foi chrétienne à ces femmes. Une autre victime, aussi nommée Valentina, 27 ans, faute d'un médecin volontaire et des places très limitées là, c'est pratiqué, elle a finalement pu avorter à la 8e semaine de grossesse, malgré qu'elle avait appris sa grossesse 10 jours après sa dernière menstruation. Elle a passé par la bureaucratie infinie afin d'avorter. Les cliniques ont fait un lavage de cerveau pour qu'elle garde son bébé. Ici, en Italie, l'Église est omniprésente. Elle organise même des enterrements de fœtus pour culpabiliser ces femmes. L'Église a mis des médecins ultra-catholiques à la tête des départements de maternité. Ces médecins refusent catégoriquement de permettre l'avortement dans leurs hôpitaux. Heureusement pour les femmes italiennes, Lina Canitano, une gynécologue militante, a fondé la clinique Vita de Donne, qui veut dire la vie des femmes, qui aide les femmes à se faire avorter. C'est une vraie combattante qui dénonce les médecins religieux. Ici, dans l'image à côté, on voit le pape François qui dit dans une conférence de presse en février 2006 que l'avortement n'est pas un moindre mal, c'est un crime. Abattre un individu pour en sauver un autre, c'est ce que fait la mafia. C'est un crime, un mal absolu. Je vais vous montrer une petite partie documentaire maintenant. De la même façon que j'espère qu'on abolira la peine de mort pour tous les hommes, je fais le vœu qu'il n'y aura plus de peine de mort pour les embryons. Le professeur Noya dirige l'unité de diagnostic prénatal de Gemelli. Il est aussi l'un des chefs de file des médecins objecteurs de conscience en Italie. L'objection de conscience est un droit constitutionnel. Une sorte d'autel sacré qui existe pour éviter qu'une dictature idéologique vienne empêcher les personnes d'agir selon leur conscience la plus profonde.
sceglie le seconde coscienze. Comment est-ce que c'est possible de concilier conscience personnelle des médecins et droit à avorter? Ce n'est pas possible de les concilier. Una volta che Une fois que j'ai un... C'est cette solitude qu'a vécue Valentina il y a 4 ans. Bien que j'ai appris que j'étais enceinte 10 jours après le rapport, je n'ai réussi à avorter qu'à la 8e semaine de grossesse. À l'époque, je n'ai pas de maison. J'habite chez mes parents, je n'ai pas de travail, je suis étudiante. Et mon compagnon a 23 ans comme moi. Il est dans la même situation économique que moi, il ne travaille pas. Le garder signifiait abandonner mes études et même sacrifier ma vie. Donc je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai tout de suite dit que je ne voulais pas le garder. Avant même d'entamer les démarches, Valentina est prise de violents maux de ventre. Elle se rend aux urgences. C'est un médecin objecteur qui la reçoit. Le médecin me dit qu'il est triste que je veuille faire une IVG. Je suis obligée de raconter ma vie personnelle à cette personne, qui veut savoir si je suis en couple ou pas. Et je dois répondre à toutes ces questions tout en lui répétant que la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai mal. Et personne ne m'aide. Personne ne me donne un putain d'antidouleur. Personne ne me dit... Parlons maintenant du cas du Portugal. L'IVG est légalisée depuis 2007. Il y a eu une vote pour une nouvelle loi adoptée depuis 2015 qui a permis la suppression de la gratuité de l'avortement. Il faut aussi une consultation obligatoire avec un psychologue. Il y a la possibilité pour le médecin de ne plus officialiser leur statut d'objecteur de conscience. Tout ça pour empêcher l'avortement. Et maintenant, au pays suivant, la France, on a un jeune activiste anti-avortement, Émile Dupont. Il a créé une vidéo qui s'appelle « Les survivants ». Cela montre les jeunes qui sont nés contre gré de leurs parents, malgré la loi pour l'avortement. Ces jeunes sont en train de militer contre l'IVG. Ils utilisent l'Internet comme une arme de propagande. Ils bombardent les réseaux sociaux des messages pro-vie. Il recrute les jeunes et surtout les femmes dans sa guerre anti-avortement. Ils mettent des affiches falsifiées de personnages connus dans les messages pro-vie. Il a des connexions fortes avec la Russie et les États-Unis. Pas étonnant. Finissons de résumer le documentaire avec la Hongrie. Ici, c'est presque impossible de se faire avorter. Quand j'ai dit impossible, c'est impossible. Il y a un gouvernement ultra-conservateur. Dans ce pays, on donne des cours à l'école sur l'éducation à la vie familiale qui enseigne ce que c'est de porter un enfant, ce que c'est de devenir une famille et ce qui implique un avortement au lieu des cours de sexualité, au lieu de comment se protéger d'une ETS par exemple. Dans ce film, on voit une autre victime du système CATA, une jeune femme de 29 ans qui n'a pas pu avoir une pilule du lendemain car il faut une prescription du médecin en moins de 72 heures et elle n'avait pas d'accès au gynécologue. Elle a été victime de discours moraux sur son choix afin de ne pas, sur son choix de ne pas vouloir garder l'enfant. Ici, il n'y a pas d'avortement sans consultation psychologique. Il n'y a pas non plus de pilule abortive depuis 2012, ce qui est le premier choix des femmes sans avoir recours aux chirurgies. Les Hongroises viennent à Vienne, Autriche, pour avorter comme Kata qu'elle a fait. Chaque semaine, 15 patientes vont dans une clinique privée en Autriche, d'où le tourisme de l'avortement. Finalement, ce documentaire démontre à quel point la Russie et les États-Unis sont impliqués discrètement mais grandement dans ces mouvements. Ces pays ont une politique d'extrême droite des conservateurs. Ce sont les financeurs majeurs pour les campagnes, les marches, la propagande de contre-avortement dans les pays européens. C'est répandu un peu partout.
Ces gens de pouvoir appuient en cachette les groupes pro-vie. On voit un grand lobbyisme derrière ça. Et ce n'est pas étonnant. Pour ce qui est de ma critique personnelle, je trouve que ce documentaire est vraiment révélateur et choquant. On peut clairement voir qu'une IVG, ce n'est pas vraiment accessible facilement en Europe. Qu'il y a des lobbies puissants derrière ces militants contre l'avortement. On remarque que les pays européens ne signifient pas nécessairement les pays de liberté. Je me dis, en Italie, c'est légal d'avorter, mais selon ce documentaire, 70% des médecins refusent de le faire à cause de leurs valeurs chrétiennes. Mais où est donc passé leur serment d'Hippocrate? Les témoignages des femmes sont impressionnants dans ce documentaire. Je suis personnellement pour le choix de l'avortement. Selon moi, ceci ne devrait même pas être un sujet de débat politique. Chaque femme qui souhaite avoir recours à l'avortement, peu importe la raison, devrait l'avoir sans difficulté et sans préjugés. Je me demande à présent quelle est la situation actuelle au Canada, plus précisément par chez nous au Québec. Bien que la procédure soit légale au Canada, certains défenseurs du droit à l'avortement témoignent que les femmes se heurtent encore à des obstacles pour y accéder. J'ai constaté que c'est un peu mieux que l'Europe, mais il y a encore des provinces où il n'y a pas de place pour mettre un terme à une grossesse. La religion n'est pas si puissante ici, comparée à l'Europe, mais il y a quand même des obstacles. Je suis vraiment choquée d'apprendre cela. Je pensais que la plus difficile décision, c'est de se dire oui ou non, au lieu de trouver une clinique difficile d'accès. Au Canada, il y a en tout 55 cliniques d'avortement qui sont actives au pays, et la plupart se trouvent au Québec, heureusement. Il y en a une à Terre-Neuve, une au Nouveau-Brunswick, 2 au Manitoba et 2 en Alberta, 5 en Colombie-Britannique, qui en compte 5, et 8 en Ontario. Le Québec a le plus grand nombre de cliniques actives, soit 36. Il n'y a aucune dans les territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, dans le Nunavut, l'île de Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon. Présentement, il y a 82 hôpitaux qui pratiquent des avortements au Canada. La plupart se trouvent au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. Le Québec en a 17, la Colombie-Britannique en a 18, l'Ontario a le plus grand nombre d'hôpitaux qui pratiquent des avortements, soit 28. Il n'y a aucun hôpital qui pratique des avortements à l'île du Prince-Édouard. On est un peu plus chanceuse au Québec. On sait tous ce qui se passe présentement chez nos voisins américains, l'État de l'Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, North Dakota, Ohio, Georgia, Missouri et plusieurs autres ont voté la loi la plus répressive du pays en matière de l'avortement. La loi adoptée la semaine dernière en Alabama interdisant toutes les interruptions volontaires de grossesse, sauf si la mère court un danger mortel, sans exception pour les cas de viol et d'inceste. Cette loi assimile l'avortement à un homicide et prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 99 ans de prison pour le médecin. Elle doit entrer en vigueur en novembre. Présentement, il y a 19 États qui demandent l'avis d'un deuxième médecin pour avorter aux États-Unis. Il y a 43 États qui refusent l'avortement, sauf s'il est question de vie ou de mort. Désormais, avec le vote de cette loi, l'horrible histoire qu'on a entendue sur une fille de 11 ans enceinte d'un viol, elle ne peut plus avorter en Ohio et il y a une régression alarmante en matière de loi pour les femmes dans ce pays. Je m'excuse. Remise en contexte du documentaire. L'actualité en revue de l'édition septembre 2013, présentée par Patrice Roy, parle du long combat de Dr. Henry Mortenghaler, grâce à ses cliniques, que l'avortement était sécuritaire au Canada. Cependant, malgré le renversement de la loi sur l'avortement par le plus haut tribunal du pays, il y a encore certaines femmes canadiennes qui n'ont pas accès facilement à des cliniques d'avortement. Ce documentaire a fait bruit dans les médias. En effet, la journaliste Camille Langlande, dans son article du 8 mars 2018 du journal Le Monde, trouve que ce documentaire est très bien construit, que les auteurs aient fait une investigation impeccable pour déchirer le lobby derrière ces croisées contre-attaques. Elle trouve cela bien qu'on donne droit aux paroles des pros, des anti et des concernés de l'avortement. Eva Rock, journaliste à Europe 1, partage le même point de vue en ajoutant « Rarement le droit à l'avortement n'a été autant menacé et ce n'est pas rassurant ». L'article « Les anti-IVG avancent masqués »
de Marie Caltais au Télérama, paru le 6 mars 2018, est de même avis sur ces idéaux aussi, mais elle trouve dommage que les auteurs n'ont pas beaucoup poussé loin leur enquête dans l'ancrage politique. Pour conclure, finalement, après avoir vu ce documentaire, je suis du même avis avec ma collègue infirmière française qui me disait que l'accès n'est pas si simple. Il y a bel et bien une vis cachée à cela. On voit très clairement que les droits des femmes sont toujours bafoués dans le monde. Chaque femme devrait être libre de choix, elle ne devrait pas se battre contre un droit fondamental déjà acquis il y a longtemps. Et bien, merci de m'avoir écouté.